Voilà, alors avant de commencer, je voudrais présenter l'équipe. Donc d'abord moi-même, je suis Emmanuel Berger, fondateur, président d'Usage. J'ai deux associés, on est trois associés, Gonzague Gru, Anne-Sophie Collin. Voilà, on a notre équipe commerciale au grand complet, François Satin, Stéphane Lefebvre, Bastien Vétier, Kathleen Blanc, qui essaie de se cacher, mais qui est notre hôte, puisque c'est elle le responsable du centre de Neuilly-sur-Marne. Voilà. Gérard Kaolo, notre directeur qualité, Najwa Owen, notre alternant de développement durable, et nous avons l'honneur d'avoir notre représentant dans le Sud, André Lefebvre, et celui pour la Bretagne qui se cache là derrière, Jean-Marc Lévesque. Alors, bienvenue, nous sommes très, très heureux de cette inauguration. Alors, qu'est-ce qu'on fait tous? Que faisons-nous? Donc, nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et nous développons des solutions industrielles pour le réemploi des emballages. Ça va permettre à nos clients qui sont dans la restauration, dans la distribution alimentaire, dans la distribution des produits de tous les jours, de trouver des alternatives aux emballages jetables et de rentrer dans des modèles d'économie circulaire. Alors, avec Gonzague, on va vous présenter nos machines, nos innovations, et puis après, on commentera sur notre impact. Oui, bonjour à tous, rebonjour. Donc, je vais vous parler de la partie machine qui est ici. Alors, vous avez vu, il y a deux machines principales. Une qui est un tunnel de lavage de contenants, ici, et l'autre qui est une machine pour le lavage des bouteilles. Alors, elles ne fonctionneront pas aujourd'hui pour des raisons simples de sécurité et d'hygiène, et aussi de bruit, sinon on ne s'entendrait pas, tout simplement. Mais par contre, vous avez la petite vidéo qui court à côté et que vous pourrez regarder toute l'après-midi et voir les machines en fonctionnement. Les deux machines, donc, la première ici, ressemble grosso modo à votre lave-vaisselle. La différence, qu'on va passer à peu près 4500 assiettes à l'heure. Donc c'est légèrement plus rapide que votre lave-vaisselle. On va y repasser, comme vous voyez ici, sur un convoyeur, un tapis roulant. On va passer donc des pots, des bocaux, des couvercles, des couverts, tout ce que vous pouvez retrouver dans votre lave-vaisselle. On va avoir plusieurs parties, une partie pré-lavage, puis rinçage, puis séchage. Et enfin, on sortira de l'autre côté. De l'autre côté, on va vérifier la qualité, l'hygiène. Puis on va pouvoir repackager et ça va pouvoir repartir pour du réemploi. La deuxième machine, donc sur le lavage de bouteilles, c'est un peu comme si je reprends la métaphore du lave-vaisselle. Si on met une bouteille de bière ou de vin dans un lave-vaisselle, ça ne lave pas bien, puisque le goulot est trop petit. Et donc on va devoir faire de l'immersion. Donc de l'immersion, les bouteilles vont rentrer ici. Il y en a même quelques-unes qui sont encore posées. Elles vont descendre dans un bac plein d'eau et de soude à 85 degrés, ce qui va nous permettre de laver l'intérieur et l'extérieur. Puis, elles vont remonter, vous voyez une sorte de panier sur la partie haute, avec le goulot vers le bas, et là on va pouvoir les laver avec un Karcher à l'intérieur, puis les rincer, les sécher, elles vont ressortir ici, et repartir derrière, on va pouvoir vérifier toujours l'hygiène et la qualité, puis les repackager, et qu'elles soient prêtes à repartir pour un nouvel usage. Donc voilà, c'est sur la partie machine. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'on a avant tout choisi ces machines par rapport à leur performance environnementale. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et donc on a regardé avant tout les consommations, c'est-à-dire chez nous l'eau et l'électricité. C'est les plus basses en consommation sur le marché. On travaille entièrement à l'électricité, qui plus est l'électricité verte, ici, sur ce site. C'est hyper important pour nous, ne serait-ce que pour ces machines-là, qui sont assez consommatrices, et la plupart travaillent au fioul ou au gaz. Et donc on est les seuls de France, et je pense en Europe, à travailler à l'électricité. Mais c'était important, c'était pour aller jusqu'au bout de ce qui nous intéresse, au bout de ce qui a du sens pour nous, usage. Je vais enchaîner sur la partie contenant. Donc comme vous l'avez compris, on fait du réemploi de contenants. Ici, on vous a mis un parterre de tous les contenants qu'on utilise. Alors, c'est pas exhaustif, c'est pour vous montrer un petit peu. Des choses qu'on réutilise beaucoup en restauration collective, en restauration donc pour les plus grands, en restauration d'entreprise, mais aussi pour les plus petits, les cantines scolaires. Des choses ici que vous allez retrouver beaucoup dans tout ce qui est le vrac, quelque chose qui pousse énormément, et le vrac et le réemploi sont complémentaires, puisque ce vrac, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emballage, ça veut dire qu'on a une logique non jetable de l'emballage, et ça a beaucoup de sens par rapport à ce qu'on fait. Donc on lave beaucoup de choses pour le vrac. Et après, plein d'autres types de contenants que vous allez voir ici, des choses pour les pizzas par exemple, des choses aussi pour la restauration de tous les jours, donc ce qu'on va retrouver en restauration commerciale, des couverts, etc. Et ici, vous avez un meuble qu'on vous a mis à visu. L'idée assez simple, c'est de vous montrer qu'on travaille sur beaucoup de sujets d'amélioration autour du réemploi. L'idée, c'est de faciliter tous les jours. Donc ce meuble, il travaille conjointement avec une application, et ça va être pour un cas d'usage que je vais vous décrire,
Un Pompilly, par exemple, si le midi vous allez déjeuner, vous allez déjeuner dans une restauration classique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de contenants qui sont jetables. Cette fois-ci, on va vous donner, par exemple, ce contenant qui est pas jetable, qui est durable, qui est lavable, qui est en verre, celui-ci, mais on peut en avoir en plastique, en plein d'autres choses. La seule particularité, c'est qu'il a un QR code que vous pouvez tous voir ici, qui est unique. Vous allez pouvoir donc acheter votre repas, payer une consigne, puis après pouvoir les consommer, sur place, à emporter, qu'importe. Vous allez pouvoir scanner avec votre portable le contenant, on va vous dire OK. Vous allez arriver sur l'application usage, on va vous montrer où sont les meubles comme celui-ci, vous allez pouvoir leur renseigner, j'ai qu'un contenant, je viens le remettre dans ce meuble, et à partir de là, vous allez pouvoir continuer, vous, remonter au ministère, faire ce que vous avez à faire. Nous, on va récupérer tous ces contenants, l'après-midi, le soir, et tout ramener ici pour le lavage. À partir de là, moi, je vais venir rescanner ce QR code. Et une fois scanné, je vais dire « Ok, Madame Pompilly m'a rendu le contenant, il est en bon état. » C'est à partir de là que je vais savoir que je peux vous rembourser. Et le remboursement sera automatiquement à partir de l'application. Et ainsi, vous n'avez pas dû refaire la queue au restaurant. Il y avait plein de monde ce midi-là. Reprendre une pièce de 2 €, quelque chose qui soit complexe. Et donc, ça facilite énormément donc, votre expérience utilisateur auprès de la consigne. C'est un sujet sur lequel, c'est un parmi tant d'autres sur l'innovation sur lesquels on bosse. Et donc, l'idée, c'était de vous montrer que c'est faisable et que ça soit encore plus pratique au jour le jour pour promouvoir encore plus le réemploi. Merci Gonzague. Exactement, mais déjà chez nos clients restaurateurs, on les met, et donc comme ça, à la rigueur, vous repassez le soir, vous repassez le lendemain, ou vous allez dans un autre. Vous avez acheté dans le 3e arrondissement, vous rendrez dans le 18e, et donc après, vous avez une carte sur l'application qui vous dit où sont tous les meubles. Ils sont interchangeables, et donc plus il y en a, plus c'est facile. Voilà, alors je l'ai dit, Usage est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et ce qu'on cherche, c'est l'impact. Et donc un centre comme celui-là qu'on voit ici à Neuilly-sur-Marne, il est capable de traiter 40 millions d'emballages par an, de contenants, d'emballages, évidemment ça va dépendre un petit peu de la forme. Ça représente une économie de 3300 tonnes de déchets, donc ça commence à être vraiment conséquent. Et puis monsieur le maire et monsieur le député, on est dans une zone d'emploi prioritaire, hein, monsieur le vice-président, pour la région, ça permet de créer une quarantaine d'emplois non délocalisables. Alors, on est une société à impact et on a souvent une question qu'on a eue aussi tout à l'heure. Emmanuel, est-ce que le réemploi, c'est mieux pour l'environnement ou pas ? Et dans quelles conditions ? Et il y a souvent la question derrière, mais est-ce que ça ne va pas faire plus de camions sur la route ? Est-ce que ça ne va pas consommer plus d'eau ? Est-ce que ça ne va pas coûter plus cher ? Il faut objectiver cette réponse. Et donc, on a lancé la première étude d'impact sur le réemploi, où on compare le réemploi à de l'usage unique. Alors, c'est une étude très large sur les impacts économiques, sociaux, environnementaux et aussi sanitaires. Alors, c'est une étude on a obtenu le soutien de l'ADEME et de Citeo pour la financer, donc merci à eux. Alors, le cas d'usage qu'on a pris, c'est une bouteille d'1 litre de jus. Et on la compare, donc elle correspond à celle qui nous sert de bouteille d'eau. Et on la compare entre du verre réemployable, du verre à usage unique et une bouteille à PET avec 90% de matière recyclée. Voilà. Donc on se projette très clairement à un horizon 2025. Alors, il me faudrait 1 heure pour vous la présenter, donc en 1 minute, je vais faire court. Les conclusions, la première, c'est que oui, le réemploi à horizon 2025 est compétitif d'un point de vue économique. Socialement, il génère des emplois industriels, non délocalisables. Voilà, mais c'est un peu difficile de modéliser l'impact complet sur l'emploi. Et d'un point de vue environnemental, le réemploi a beaucoup de bénéfices. Le premier, c'est qu'il permet l'économie de ressources. Ça paraît relativement évident. On a été un petit peu... c'est Anne-Sophie qui a piloté l'étude. Il y a beaucoup de questions autour de ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Alors tout le monde n'est peut-être pas spécialiste, mais c'est un processus très normé pour mesurer l'impact environnemental. Et il a quelques faiblesses. Il ne prend pas en compte la biodiversité, il ne prend pas en compte la question des microparticules dans l'environnement, et il ne prend pas bien en compte les aspects sanitaires. Et on sait que tous ces sujets-là sont favorables au réemploi, et donc nous, on est archi convaincus que le réemploi est bien la meilleure solution pour l'environnement, et on est capable aujourd'hui de le démontrer. Alors, je suis un petit peu perdu, là. Pour l'instant, tout va bien, super. L'étude, elle nous a aussi permis, pour nous, de tracer une feuille de route de comment il faut qu'on développe le réemploi. Alors, le premier élément, c'est que pour que le réemploi marche, il faut mutualiser.
Et donc c'est pour ça que même si ça paraît un peu fouillis, notre table, on traite un grand nombre d'emballages différents, de manière à atteindre le plus vite possible des volumes et donc un équilibre économique. L'autre élément, c'est qu'évidemment, pour favoriser ces questions de réemploi, il faut aussi standardiser. Standardiser les processus, notamment de logistique retour, et aussi, autant que faire se peut, de standardiser les emballages. Et puis l'autre grosse conclusion pour nous, c'est qu'en fait, le réemploi, ça peut marcher que si on maille le territoire. Donc, sur cette carte, vous avez la géographie humaine française, les grandes métropoles. Et en fait, on sait aujourd'hui que pour que le réemploi marche, il faut qu'il y ait une infrastructure telle que celle qui est en train de développer usage. Il faut qu'on ait des centres de réemploi comme ça dans toutes les grandes métropoles françaises. Donc, on est déjà présent à Neuilly-sur-Marne, qu'on honore aujourd'hui. On est présent à Rennes, qu'on va moderniser au printemps. On est, je ne sais pas où est André, mais André est prêt de signer des contrats qui vont nous permettre d'ouvrir un centre à la rentrée scolaire 2021, probablement plus à Avignon qu'à Marseille d'ailleurs. Voilà, j'ai encore eu les élus de Strasbourg hier, un dimanche, très enthousiastes, puisqu'eux, ils ont, en Alsace, perdurent des systèmes de consigne, donc ils veulent vraiment mettre ça en place. Et puis derrière, pour nous, c'est Lyon, Toulouse, Bordeaux et Lille. Voilà, on s'est fixé l'objectif d'avoir ces 8 centres à la fin de 2022, donc c'est quand même vraiment très ambitieux, mais tout à fait réaliste. Et puis en plus, on va le voir avec les témoignages de nos différents clients aujourd'hui, nos clients, en particulier les clients nationaux, qui soient dans la restauration ou la distribution, ils attendent que cette infrastructure soit en place, en fait, pour pouvoir vraiment se lancer sur le réemploi. Alors nous, on leur dit, bah oui, mais nous, on a besoin de volume pour justifier le centre. Et donc, il y a un petit peu un jeu de poulet d'œuf voilà, à briser. Mais nous, on est partis. Donc, cette infrastructure de réemploi, elle sera en place et elle va permettre de vraiment développer le réemploi. Et donc, ça va nous permettre de contribuer, c'est notre rôle dans la transition écologique, de permettre que les objectifs des lois Egalim, des directives européennes sur la réduction des plastiques et bien sûr de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, de se réaliser. Il y a des milliards d'emballages maintenant à traiter. Et donc, il faut qu'il y ait des infrastructures. Alors, évidemment, c'est une opportunité pour nous. Et puis, moi, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans l'industrie agroalimentaire et les emballages. Je crois aussi très sincèrement que c'est une grosse opportunité pour l'industrie alimentaire française. D'être pionnière de ces nouveaux modèles, d'être un peu le porte-flambeau, comme la France l'a été avec la loi AGEC, et finalement de se créer un avantage compétitif considérable parce qu'on sait que ces modèles, on en a besoin pour un monde plus durable. Anne-Sophie, tu n'as pas trouvé tes témoins ? Voilà. Alors Anne-Sophie maintenant va nous illustrer dans cette deuxième partie. On a voulu faire témoigner un certain nombre de clients qui s'engagent sur le réemploi avec nous. Donc il faudrait qu'ils prennent place d'ailleurs autour de toi, Anne-Sophie. Oui, et en plus, donc la première série de témoignages, c'est le réemploi dans la distribution avec quelques scoops en plus à annoncer, je crois. Exactement. Bonjour à tous. Donc, en effet, le thème de ces premiers échanges, c'est le réemploi dans la distribution alimentaire. Donc, j'ai demandé du coup aux grands témoins de bien vouloir venir me rejoindre. Donc, Monsieur Schelcher, président de Système U, Madame Chapalin, directrice générale de l'ANIA, Monsieur Prévost, directeur business solutions de FM Logistique, et enfin Jean Ornin, directeur général de Citeo. Donc nous allons voir comment vos entreprises prennent à bras-le-corps ce sujet du réemploi, convaincus que l'heure n'est plus aux théories et qu'il faut maintenant passer à l'action. Donc avec vos témoignages, nous aurons l'opportunité de voir les bénéfices du réemploi sous plusieurs angles. Alors, nous allons commencer avec un acteur central de nos boucles de réemploi, le distributeur. Monsieur Gescher, vous êtes le président de la coopérative U-Enseigne et nous démarrons ensemble une expérimentation le 1er mars prochain dans 6 magasins de la région Grand Ouest. Et vous pouvez voir derrière vous les solutions de retour en magasin qui seront proposées aux consommateurs. Alors, dans quel cadre s'inscrit cette expérimentation pour Système U ? Bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs. Alors écoutez, cette expérimentation avec usage est pour nous extrêmement importante et je suis très heureux de lancer cette inauguration avec vous toutes et tous aujourd'hui. Rapidement, je voudrais rappeler quelques mots sur Système U, 4e distributeur français, 73 000 collaborateurs, 1600 magasins, surtout dans les territoires de France, beaucoup à 50% dans des communes de moins de 5 000 habitants où on sent qu'il y a une vraie appétence pour ce genre de sujet. Et on est une coopérative de commerçants indépendants. Et donc, à la tête de chacun de nos magasins, il y a un patron indépendant qui gère son destin. Pourquoi nous lancer dans cette expérimentation ? D'abord parce que nous sommes conscients chez U
de la nécessité de sortir du modèle du tout jeté et de travailler sur une nouvelle façon de concevoir la production du produit en s'appliquant la règle bien connue des 3 R chez nous, réduire les déchets, recycler, réutiliser plutôt que jeter. Concrètement, nous allons organiser la récupération donc, dans les 6 magasins que vous avez décrits. Ce seront des magasins bretons pour commencer. Et on va lancer une opération sous le nom de code « Rapportez-moi » à partir du 1er mars prochain. Et effectivement, on a là le distributeur qui sera installé dans le premier magasin et puis les équipements de récupération des contenants. Donc, il s'agit de contenants en verre de plusieurs de nos fournisseurs différents qui fabriquent des produits à notre marque et même 2 fournisseurs, 2 industriels que nous avons déjà réussi à convaincre sur également des produits de chez eux. Donc, essentiellement des bouteilles, mais aussi des pots de confiture, par exemple la marque Georgelin. Donc, une action de sensibilisation forte va être menée vers les clients, évidemment, pour avoir les remontées. Et nous espérons très vite ensuite pouvoir étendre ce partenariat sur un nombre beaucoup plus important de nos magasins. Mais les 6 magasins bretons étaient extrêmement volontaires. Moi, je voudrais insister sur une chose cet après-midi, sur le fait que nous sentons que nous sommes à un point de bascule vis-à-vis du public. Une partie grandissante des consommateurs a désormais envie de mieux maîtriser l'impact de sa consommation et c'est un phénomène qui s'était accentué depuis le début de la crise sanitaire. On sent les gens ont eu le temps à la maison de réfléchir, de se poser ces questions et particulièrement au niveau des jeunes consommateurs. Donc votre projet arrive à temps. Et je voudrais simplement rajouter qu'au niveau de U, on est très sensible à tous ces sujets-là. On a lancé de nombreuses actions. Je voudrais en citer rapidement quelques-unes. Sans attendre l'obligation réglementaire, tout ce qui est la capacité des clients de venir avec leurs propres contenants en magasin. Donc ça, c'est fait depuis un certain temps. Bien sûr, on développe le vrac et c'est un vrai sujet pour les années qui viennent parce que ça, c'est moins d'emballage. Nous travaillons depuis des années sur les conception de nos emballages. Je voudrais citer une boucle d'économie circulaire à laquelle on tient aussi. Nous récupérons dans nos magasins tous les emballages plastiques qui emballent par exemple les palettes d'eau. Ces emballages sont retravaillés et font les emballages de papier WC, d'essuie-tout ou nos sacs poubelles aujourd'hui. Voilà, donc ce sont des exemples. Et enfin, voilà, en prenant en compte le partenariat avec Usage, nous travaillons dès maintenant avec certains fournisseurs sur un point important, la standardisation des emballages, parce que votre projet ne marchera et ne fonctionnera dans le temps que par le volume et par des contenants standardisés. Donc d'ores et déjà, nous, on a engagé cette discussion avec les industriels. Et enfin, pour finir, nous, commerçants, sommes le dernier maillon avant le consommateur et donc la dernière chance, avant de lui donner la main, de capter des déchets générés par les produits que nous vendons. Saisissons-la à travers ce type d'initiative, évidemment. C'est pour nous une véritable responsabilité. Et donc, pour réussir la transition écologique, je suis convaincu que nous avons plus que jamais tous un rôle à jouer, fournisseurs, distributeurs et consommateurs, et surtout une immense responsabilité de pédagogie, parce que nous n'emmènerons les gens dans cette transformation-là qu'en les guidant, et les entreprises ont un rôle fondamental à jouer. Donc, on le jouera à plein chez eux. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage et bravo pour ce pilote qui ouvre la voie au réemploi dans la grande distribution. Alors, passons maintenant aux industriels de l'agroalimentaire qui sont des partenaires clés du système de réemploi puisque Usage leur revend les pots, les bocaux une fois qu'ils ont été collectés et lavés. Alors, Madame Chapalin, vous êtes la directrice générale de l'ANIA. Donc, comment vos adhérents s'y prennent-ils et avez-vous des témoignages d'entreprises qui seraient pionnières dans le domaine ? Oui, absolument. Alors déjà, les 15 000 entreprises de l'alimentaire que je représente, elles sont toutes engagées dans une révolution verte des emballages, parce que c'est bien une révolution qui se met en place. Pourquoi elles sont engagées ? D'abord parce que c'est leur responsabilité et qu'ensuite, et Dominique Schalcher l'a souligné, ça répond de plus en plus à une attente du consommateur, on le voit tous les jours. Mais cette révolution, c'est un vrai défi. C'est un défi humain déjà, c'est un défi technique, un défi logistique, industriel et commercial. C'est comment améliorer l'éco-conception et comment favoriser donc la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages. Et pour répondre à ces défis, les entreprises, parce qu'on est un peu quand même en terre inconnue, les entreprises ont besoin de solutions, elles ont besoin d'innovation. Elles ont besoin de solutions qui sont pertinentes sur le plan, et bien sûr environnemental, mais aussi économique, pour que vraiment tout le monde puisse y aller. Et Usage, justement, a le mérite de proposer une solution
en matière de réemploi en permettant la réutilisation des contenants, comme vous l'avez montré. Et je suis particulièrement fière aujourd'hui d'être le porte-parole de 2 entreprises pionnières qui se sont engagées auprès d'Usage, Tribal-la-Noyal d'abord, et je salue Jean-Marc Lévesque qui est présent, qui porte dans son ADN à la fois l'engagement et l'innovation. D'ailleurs, la raison d'être de l'entreprise, c'est d'être source de vie pour les hommes et pour la planète. Et Tribal-la-Noyal a tenté l'aventure du réemploi pour les marques Tante-Hélène et Sojade. Et ensuite, les coteaux nantais également, qui produisent et transforment des fruits et des légumes biologiques et qui sont aussi engagés et qui ont concrétisé ce projet de réemploi des contenants. Et ce qui ressort des témoignages des entreprises que j'ai lus en préparant cette intervention, c'est vraiment, comme c'est une aventure, c'est l'importance de la confiance, l'importance du collectif, de la co-construction et du partenariat. Et en parlant aussi tout à l'heure, avant de démarrer, en fait, ce qui m'a frappé, c'est l'importance de la mutualisation. D'abord, vous l'avez souligné, l'importance du local, du territoire, et aussi de solutions industrielles, parce que comme pour les entreprises de l'alimentaire, la sécurité sanitaire est évidemment un objectif absolument fondamental, il nous faut des solutions industrielles pour garantir ces objectifs de sécurité sanitaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, au nom de toutes les entreprises que je représente, je voulais vraiment remercier les fondateurs d'Usage pour leur conviction, pour leur énergie dans cette période de révolution à la fois écologique, mais aussi industrielle et commerciale. Merci. Écoutez, merci pour votre témoignage. Alors maintenant, nous allons passer à un autre sujet totalement innovant. Monsieur Prévost, votre entreprise, FM Logistique, a imaginé en partenariat avec Usage un nouveau modèle de conditionnement pour les marques que vous avez baptisé l'éco-emballé. Alors pouvez-vous nous exposer le fonctionnement et l'intérêt de ce projet pour les marques ? Madame la ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour. Alors je vais juste présenter rapidement FM Logistique. Donc FM Logistique, c'est une entreprise familiale basée dans l'est de la France, à Phalsbourg, qui a 50 ans, qui se réinvente beaucoup et qui est présente dans 14 pays, qui emploie 6000 personnes en France. Pourquoi ce projet ? C'est d'abord la rencontre avec Emmanuel. On a des convictions fortes sur la nécessité de créer une supply chain durable. Pourquoi créer cette supply chain durable ? On voit bien qu'aujourd'hui, j'ai passé 30 ans dans le retail, donc j'ai pu voir les limites des systèmes également. Aujourd'hui, le vrac a ses limites. Donc la vente en vrac, en trémie, a ses limites. Et donc la conviction qu'on développe avec Emmanuel, c'est que pour les retailers, il faut qu'on puisse avoir une complémentarité entre ce qui est vendu en vrac, où je vais pouvoir choisir la quantité que je désire, et des produits qui vont déjà être éco-conditionnés. Donc ce qu'on appelle éco-conditionné pour nous, c'est ce qui va permettre effectivement au client d'aller beaucoup plus vite dans son parcours de course. Et donc notre approche de l'éco-conditionné, c'est celle-là. Première chose, c'est de recevoir des big bags dans des entrepôts qui traditionnellement faisaient du packing promotionnel pour plutôt faire de l'emballage écologique. Dans des emballages qui vont être donc réutilisables, non pas recyclables, mais réutilisables peut-être 20 fois, parce qu'effectivement, donc on va remplir ces emballages, on va livrer les retailers dans les chemins logistiques traditionnels, ce qui fait qu'on aura cette mutualisation et que cette mutualisation fera une optimisation forte du transport. Et c'est important qu'on puisse garder cette mutualisation. Et ensuite, cet emballage sera acheté par un client, par un consommateur. Ce qui est important ensuite, c'est le parcours de l'emballage pour le client. Parce que tant qu'on n'aura pas de parcours d'emballage qui seront confortables ou aisés pour le client, ne rêvons pas, on n'aura pas de système de consigne performant. Donc l'idée que l'on a également, c'est de jumeler ce projet-là avec le projet de logistique urbaine. Projet de logistique urbaine dans lequel on aura des centres, des points retrait finalement multi-clients, parce qu'aujourd'hui chacun livre dans la ville, etc., des points retrait multi-clients et des points de récupération d'emballage qui pourront être dans ces points retrait ou dans les magasins des distributeurs. Et on aura donc une supply chain qui va livrer des produits et qui va récupérer des emballages sur le même chemin, donc ce qui fera qu'on aura cet effet mutualisation. Donc tout l'enjeu aujourd'hui de ce que l'on voit avec Emmanuel, c'est de faire un certain nombre de pilotes. Donc on a lancé un certain nombre de pilotes concrets à la fois sur la vente de vrac et sur la vente d'éco-conditionnés, parce qu'effectivement, la clé, c'est de tester à petite échelle pour regarder l'appétence des clients, ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Donc si on trouve l'appétence des clients, il faudra faire jouer ensuite les 3 logiques.
la logique de mutualisation, la logique de standardisation et bien sûr la logique de digitalisation, parce que ce qu'on voit là, effectivement, il faut que les systèmes d'emballage puissent être facilement manageables pour que l'on puisse imaginer des boucles simples d'emballage. Donc voilà globalement l'objet du projet qu'on mène aujourd'hui avec Usage et avec un certain nombre de retailers et de marques, avec l'appui Lilec. D'ailleurs, on n'a pas encore pu avancer avec la NIOM, mais on est plutôt sur les produits secs à date, donc plutôt avec Lilec. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Prévost. Alors oui, en effet, on sent que votre solution va révolutionner l'emballage pour offrir aux marques la possibilité d'être conditionnées à la fois en réutilisable et en circuit court. Passons maintenant à Citeo, acteur essentiel sur l'économie circulaire des emballages ménagers. Cher Jean, vous prenez à bras-le-corps le sujet du réemploi. Vous avez d'ailleurs soutenu pas mal de projets qui sont présentés ici chez Usage. Et on a mené ensemble une étude, l'étude d'impact du réemploi que nous a décrite Emmanuel tout à l'heure. Alors, quelles sont les attentes de vos clients sur le réemploi ? Merci Anne-Sophie, Madame la Ministre, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Alors c'est vrai qu'en général, quand on parle de Citeo, ex-éco-emballage, on parle plutôt d'activités de recyclage. On est plus connu pour ça, parce qu'on exerce la responsabilité élargie du producteur qui donne aux entreprises de la grande consommation et de la distribution la responsabilité de la fin de vie de leurs emballages. Et en fait, c'est 30 000 entreprises qui contribuent chaque année, qui ont investi 12 milliards d'euros sur les 25 dernières années et qui permettent aujourd'hui d'avoir créé ce geste de tri, le bac jaune, en partenariat avec les collectivités locales et d'avoir un taux de recyclage des emballages ménagers de 70%. Bon, c'est bien, mais on sait qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'il faut changer les choses. Et en fait, le travail de Citeo au service des entreprises, ce n'est pas exclusivement le recyclage, c'est bien de réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. Et notre boulot, c'est de trouver 100% solution. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de l'entreprise qu'on vient d'inscrire dans les statuts. C'est accompagner les acteurs économiques et les engager pour produire, distribuer et consommer en préservant la planète, le climat, la biodiversité et ses ressources. Donc c'est notre raison d'être. Et c'est pour ça en fait qu'il y a 2 ans, on s'est engagé notamment avec Usage dans cette première expérimentation sur les réemplois en lançant un premier appel à projet. C'est pour ça que l'année dernière, aux côtés d'Arnaud Leroy de l'ADEME, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt où on est déjà 40 entreprises candidates pour des nouvelles expérimentations en matière de réemploi. Et c'est pour ça que dans les travaux qu'on va mener en 2021, il y aura le fait de contribuer à mieux définir des standards d'emballage pour faire exister le réemploi. Et donc le rôle de Citeo, qui représente finalement les entreprises dans le cadre de cette responsabilité, je pense, sera de contribuer. On a réussi à mutualiser finalement des systèmes pour faire que le geste de tri, que le recyclage existe en France. Et je pense qu'on peut contribuer à faire en sorte, parce qu'on aura besoin de massifier, de standardiser, de faire en sorte que finalement leur emploi devienne une solution nationale. Et juste un dernier mot pour dire que on n'oppose pas, et il ne faut pas opposer bien évidemment, le réemploi et le recyclage. Les deux sont des solutions qui vont être des solutions qui vont exister. On sait qu'on a des filières de recyclage, notamment sur le verre. On a finalement 100% du verre est recyclé, on a un taux de collecte de 85%, 90% du verre en bouteille est fait de matière recyclée. Et donc, en fait, on a aussi des filières de recyclage qui existent. Le réemploi, et on le sait, va nécessiter un maillage territorial, des distances qui sont relativement courtes pour faire exister. Et donc, vous allez bien avoir des systèmes qui vont coexister. Et c'est le cas d'ailleurs quand on regarde, alors je sais qu'on cite souvent l'exemple en Allemagne, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. En l'occurrence là, c'est un bon exemple de très bonne cohabitation, de systèmes de réemploi qui fonctionnent et d'un système de recyclage qui fonctionne également. Et donc il nous faut bien les deux, et l'approche qu'il nous faut avoir tous, et les entreprises l'ont bien compris, c'est une approche extrêmement pragmatique, voilà, de calcul d'impact environnemental de ce qu'on fait. Et donc cette approche-là, je pense que c'est du pragmatisme et c'est même du bon sens. Et du coup, c'est dans cette démarche-là que Citeo va s'inscrire. Et je voudrais dire que je suis particulièrement content d'être là aujourd'hui pour finalement, on se connaît depuis longtemps avec Anne-Sophie et je suis très fier. Et en particulier, ce qui me fait plaisir, c'est que là, on fait des choses, en fait. C'est du concret, hein, tu sais que je suis attaché à des choses concrètes. On fait des pas. Et je pense qu'on est tous attachés à faire des pas, expérimenter, tester, se tromper, mais en fait avancer. Et je pense qu'on est tous très attachés à ça parce qu'on en a vraiment besoin. Merci beaucoup.
Merci Jean. Et le rôle de Citeo sera aussi essentiel pour faire progresser la filière du réemploi. Merci pour ton soutien. Nous arrivons au terme de cette table ronde, donc il me reste à vous remercier chaleureusement tous les 4 pour vos interventions. Et je te repasse la parole, Emmanuel, pour la suite. Merci Sophie, merci à tous. Alors on va donc avoir une deuxième... Madame la ministre, si vous avez des questions, vous pouvez sans hésiter. Pour l'instant, c'est très clair. On va installer la deuxième série de témoins autour du réemploi dans la restauration, cette fois, avec François. Et pendant qu'il prend place, je vais faire des remerciements, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes fées sur le berceau d'usage. Et donc, c'est quand même l'occasion. La meilleure des bonnes fées, ça a été l'ADEME, qui très tôt nous a soutenus. Donc, je remercie Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, de sa présence pour témoigner encore de son soutien. Voilà, l'usage a été lauréat du concours Innove, du concours d'innovation que l'ADEME lance, je crois, 2 fois par an, c'est ça ? Une ou 2 fois ? Une fois par an sur l'économie circulaire. Voilà. Et donc ça a été un soutien très important pour nous pour développer tout ce que vous voyez aujourd'hui et effectivement arriver aujourd'hui à une certaine maturité de nos solutions. Voilà. Je remercie aussi beaucoup la région Île-de-France qui a été un soutien important pour nous, à la fois dans le programme Récolim, et Bruno Le Sec, qui va prendre la parole, pourra aussi en témoigner. Donc pour les cantines scolaires d'Île-de-France, on a permis un dispositif clé sur le réemploi, et puis aussi pour nous aider à financer les investissements qui sont derrière nous. Voilà, alors Jean, on s'est déjà remercié. Voilà, Citeo effectivement a contribué. Voilà, ils ne sont pas présents, mais je remercie aussi nos 2 banquiers, la Caisse d'épargne et le réseau France Initiative. Voilà, parce que ça va être un petit peu mon mot de conclusion. Là, je reviens sur mon histoire d'œuf et de la poule. Très clairement, pour que une infrastructure comme celle-là sur le territoire français se met en place, on a besoin d'aide et de subventions pour que le modèle émerge sur les 2 premières années. Voilà, donc du coup, j'en bafouille. Voilà. Donc pour nous, c'est indispensable que cette impulsion nous soit donnée. Mais après, chez Usage, on a une conviction très forte, c'est qu'on va aller sur le réemploi uniquement là où on sait qu'on a un fort impact environnemental et qu'on est capable de dégager un modèle économique viable. Voilà, c'est dans notre manifeste à l'entrée et c'est fondamental. Alors François, on vient de signer la charte de la livraison livrée, de la restauration livrée. C'est vrai que la restauration a un peu l'image de beaucoup utiliser l'usage unique, mais en fait, tu vas nous montrer que ça c'était hier et qu'aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Et que les temps changent. Je vais inviter en fait les témoins à me rejoindre et à venir s'installer auprès des pupitres. Oui, effectivement, les temps changent sous l'impulsion des consommateurs, des citoyens, des parents d'élèves, mais aussi des collectivités locales. Pour que la transformation s'opère, ces changements doivent se réaliser avec tous les acteurs dans chacun des secteurs. Usage apporte aujourd'hui sa contribution auprès de différents acteurs de ces marchés pour réussir le passage au réemploi. Et je vais d'abord me tourner vers Bruno Le Sec, du CIREC. Le CIREC, le CIRESCO, le CIVURESC ont lancé le programme Récolim, qui correspond au fait de sortir de l'usage unique et notamment des plastiques dans la loi Egalim pour protéger les enfants des perturbateurs endocriniens. On a sorti ensemble un document qui résume justement tous les résultats de cette expérimentation que vous pouvez retrouver auprès du Totem. En 2 mots, que vous a apporté le programme Récolim, Bruno ? Tout d'abord, bonjour Madame la Ministre, bonjour Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur en fait de représenter aujourd'hui les cuisines centrales intercommunales de restauration collective publique en Île-de-France qui militent avec les associations professionnelles Agores et Restoco depuis 2018 à la sortie du plastique pour les contenants alimentaires vers des matériaux réemployables plus vertueux sur le plan de la santé et de l'environnement. Nos structures fabriquent chaque jour entre 10 000 et 40 000 repas pour les enfants de maternelle et élémentaire. La majorité d'entre elles fabriquent leurs repas dans des contenants en plastique aujourd'hui, soit dans des barquettes polypropylène, soit, comme le CIREC, dans des poches plastiques pour la cuisson sous vide à basse température par immersion. Au CIREC, à partir de premiers tests menés en mai 2019, nous savons que la transition est possible en utilisant des contenants réemployables en inox. Mais nous savons aussi que celle-ci devra s'accompagner de changements majeurs de nos pratiques. Nombre de cuisines centrales de grand volume en France ont des locaux qui ne sont plus adaptés aux contenants réemployables.
Toute la chaîne de la fabrication et de la distribution des repas doit donc être revue, car un des premiers freins observés est bien évidemment le poids des contenants, environ 20 fois plus lourd que l'usage unique. Et qui dit poids, la question de l'humain est au cœur des préoccupations. Nous devons donc nous assurer que cette transition s'accompagne d'outils adaptés à l'humain et à la sécurité sanitaire pour ne pas revivre ce qui a conduit nos structures dans les années 80 à abandonner les bacs inox au profit de matériaux plastiques plus légers et apportant une plus grande sécurité alimentaire à l'époque. Autre élément important à prendre en compte est la réinstauration de la fonction du lavage qui n'existe plus dans nos établissements avec l'usage unique. La question dans nos établissements la question est de savoir si cette fonction doit être intégrée dans nos établissements ou bien envisager une externalisation telle que le propose Usage. C'est donc tout le sens du programme Recolim que nous avons lancé en 2019, qui, en s'associant à la start-up Usage, a permis pour nos syndicats intercommunaux franciliens de mener des expérimentations avec des contenants en verre et en inox et d'en mesurer tous les impacts. Nos services publics de restauration collective s'inscrivent donc dans une démarche de progrès et d'innovation qui devra aussi permettre de faire bouger les lignes auprès des industriels, de l'emballage, des matériels de conditionnement, de l'automatisation de la chaîne de production à la logistique, de l'ergonomie des postes de travail. C'est pourquoi l'extension de notre programme Recolim auprès d'autres grandes métropoles françaises telles que Bordeaux et Toulouse et Rennes doivent nous permettre d'agir plus fortement auprès des industriels. De ces expérimentations, nous savons que ces changements auront un coût important pour mener à bien cette transition écologique dans nos établissements. Malheureusement, l'aide du plan de relance ne concerne que les cuisines de petites villes, alors que 80% des enfants scolarisés à partir de 3 ans bénéficient de repas à la cantine dans nos grandes villes. Merci beaucoup Bruno. On change totalement d'univers et on passe dans la restauration d'entreprise. Virginie Jalavza, vous êtes la responsable RSE du groupe Elior. Aujourd'hui, dans la restauration d'entreprise, qu'est-ce que représente en l'occurrence la réduction des déchets pour vos convives ? Bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les élus. Donc j'ai l'honneur aussi de représenter la restauration collective d'entreprise à travers le groupe Elior, le leader de la restauration collective en France. Donc comme vous l'imaginez aujourd'hui, notre secteur est en profonde mutation et nous avons effectivement des convives qui sont attentifs à ces enjeux et tout à fait conscients de ces enjeux environnementaux et qui ont envie finalement qu'on leur propose au sein de nos espaces de restauration des solutions dans la continuité des gestes qu'ils ont déjà adoptés chez eux à la maison. Et c'est tout l'enjeu d'Elior aujourd'hui, donc en tant que effectivement restaurateur de référence, et on veut s'inscrire de manière très franche dans cette transition alimentaire, environnementale et sociétale. On souhaite aujourd'hui expérimenter des solutions. Donc, on a eu le privilège effectivement de pouvoir travailler avec Usage sur une expérimentation au sein de bâtiment HQE situé à la Défense. Donc là, on permet de manière très simple à nos convives d'adopter de nouveaux gestes de réemploi. Aujourd'hui, le retour est très satisfaisant. Ils sont conquis, c'est simple, c'est pratique. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont tout à fait adopté et qui nous pousse à poursuivre et à l'implémenter dans de futurs restaurants et peut-être d'ailleurs au sein du ministère de la Transition écologique puisque c'est un site qui est opéré par Elior. Merci Virginie, beaucoup de pubs, c'est bien, vous avez raison, il ne faut pas perdre d'occasion dans ces temps difficiles. D'autres citoyens vont devenir des pionniers du zéro déchet. Il s'agit de nos aînés qui, à partir du 1er janvier 2022, vont passer au réemploi. Monsieur Tronchon, vous êtes le président directeur général de Saveurs et Vie, qui accompagne justement ces personnes fragiles ou dans des situations particulières. En quoi la mise en place de contenants réemployables s'inscrit dans votre stratégie ? La stratégie de Saveurs et Vie, c'est la stratégie de l'innovation. Bonjour Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la sous-préfète, merci de cette invitation parce que les personnes âgées sont finalement extrêmement sensibles à la consigne, parce qu'ils l'ont connue, bien évidemment, et ils sont très surpris aujourd'hui d'avoir de l'usage unique. Saveurs et Vie a innové il y a 20 ans en permettant aux personnes âgées d'avoir une bonne nutrition à domicile.
Pourquoi on les livre à domicile, ces personnes âgées? Souvent, c'est qu'elles sortent d'hospitalisation, donc elles ont une vraie rupture sociale. Et puis, bien sûr, parfois, elles sont fatiguées, elles n'ont plus la force de cuisiner, et l'aide à domicile n'est pas forcément la seule solution. Donc, il y a des acteurs comme la livraison de repas qui participent, encore une fois, à la prise en charge nutritionnelle de ces personnes âgées. On a innové il y a 20 ans, et on a fait finalement conjuguer le métier du diététicien qui conseille et le métier du veilleur-livreur qui fait en sorte d'apporter un repas bon et choisi à la personne. Ça nous a permis aujourd'hui d'être leader. Leader pourquoi? Parce qu'en Île-de-France, effectivement, nous servons tous les arrondissements de la ville de Paris, mais aussi beaucoup de CCAS. Et c'est pour nous aujourd'hui la possibilité de s'engager vraiment, et ça, je vous le dis, grâce à vous, grâce à la loi, trop rapide, objectivement trop rapide, parce que le 1er janvier 2022, ça va être excessivement difficile. Mais encore une fois, je dis souvent qu'on a réussi plus dur dans une création d'entreprise, et je pense que ça, on va le réussir pour le 1er janvier 2022. Mais c'est vraiment une course très difficile. Et on est rassuré avec usage. Je le dis parce que s'il n'y avait pas eu des gens finalement qui innovaient aussi dans cette partie-là, on aurait beaucoup de mal à être rassuré, premièrement, et d'avoir de vraies solutions de mutualisation et d'innovation, finalement, sur les contenants, pour que l'on puisse mettre en place, finalement, nos systèmes révolutionnés en matière de distribution, de fabrication et bien évidemment d'utilisation du contenant qu'il va falloir laver, comme vous l'avez vu ici. Donc je voulais simplement vous dire qu'en dehors d'être porteur en termes de PME aujourd'hui de 300 personnes finalement, de dire que l'engagement il est là et on va y aller, on va le réussir pour les personnes âgées aujourd'hui. Parce que je pense qu'elles seront beaucoup plus satisfaites de finalement consommer ou d'avoir tout simplement le principe de la consigne. Mais par contre, il va nous falloir encore nous aider. Je dis encore, quoique dans ce segment de niche, on a été peu aidé, très peu aidé. Donc si on peut l'être pour mettre en place cette solution, ce serait avec grand plaisir que nous aurons des financements, je l'espère, de la région et de l'ADEME pour pouvoir construire finalement cette transformation. Et je vous en remercie d'avance. Merci monsieur Tranchon. Autre défi important, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est celui de la restauration et notamment de la vente à emporter. Et là aussi, usage finalement s'implique dans ce type d'offre en contenant durable. Monsieur Étienne, Daily Pick et l'offre de restauration rapide de la chef multi-étoilée Anne-Sophie Pic. Votre concept avec usage est zéro déchet, zéro gaspille. Même si la crise sanitaire n'a pas permis de donner toute la portée à notre déploiement, comment ça s'inscrit aujourd'hui pour Daily Pick, le réemploi? Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, je représente Daily Pick, qui est la restauration accessible de la chef la plus étoilée de l'histoire, Anne-Sophie Pic. Donc on est dans un monde d'excellence. Et l'excellence, c'est nos produits, c'est la nutrition, et c'est aussi le zéro déchet. Donc ça, on est vraiment sous l'impulsion de la chef à fond là-dessus. Donc la réutilisation de nos contenants s'inscrit totalement dans notre projet. Et puis il y a deux autres aspects que je voulais mettre en avant. C'est le côté économique, puisqu'aujourd'hui, le contenant recyclable pour nous chez Daily Pick coûte moins cher à réutiliser qu'à recommander et qu'à recycler. Donc ça, c'est un élément quand même fondamental dans nos métiers. Et puis c'est également, j'avais un dernier argument, mais je l'ai perdu. C'est ici. Il y a un dernier argument qui est extrêmement important et c'est tout l'intérêt également de la réutilisation. C'est la sécurisation des approvisionnements. On en parle peu, mais dans un métier comme le nôtre, on est parfois très embêté pour avoir le bon produit au bon moment. Et là, on se sécurise sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour avoir nos produits en temps et en heure. Et je le redis, à un coût moindre que si on le rachetait. Merci beaucoup, monsieur Étienne. Merci à tous. Merci de vos partages. Et je rends la main à Emmanuel. Voilà, vous l'aurez compris, on voulait montrer des expériences concrètes aujourd'hui et montrer que le réemploi finalement, ça concerne une très large partie de notre quotidien. Alors on va arriver à la conclusion, donc je vais inviter Jean-Philippe Dugoin-Clément à prendre la parole et le remercier encore de son soutien. Il avait été d'ailleurs déjeuner, quand c'était encore possible, avec nous chez Daily Pick au mois de juin pour prendre connaissance de nos initiatives.
Donc là, malheureusement, c'est plus possible, mais prendre la parole, c'est possible. La parole est à vous, monsieur. Bien, Madame la Ministre, Madame la Préfète, Monsieur le député, Monsieur le Président de l'ADEME, cher Arnaud, Monsieur le maire, cher Zartoche. Il fait frais, mais enfin, je ne vais quand même pas aller danser parce que ça serait protocolairement irrespectueux. Non, énormément de plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui parce que quand on voit la richesse des échanges qui ont lieu sur les 2 précédentes tables rondes, on mesure bien à quel point, lorsque l'on parle de réemploi, lorsque l'on parle de lutte contre les contenants à usage unique, notamment contre ces contenants à usage unique plastique, mais on pourrait parler de l'usage unique en général, notamment ces périodes de Covid où ça fait partie des sujets auxquels on est confronté, notamment ne serait-ce que par rapport aux masques et à toute la question des réemplois, de la réutilisation de ce qui devient des déchets à usage unique. Eh bien, on mesure bien à quel point on est au cœur, au fond, de la transition écologique que nous souhaitons tous porter. Alors, beaucoup de plaisir parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on s'était vu, mais on n'avait pas déjeuné. J'étais parti avant le déjeuner. Malheureusement, des fois, les agendas ne permettent pas d'avoir la partie la plus agréable de la visite. On s'était vu au mois de juin à la Défense. C'est une période où il faisait un petit peu moins frais, où on pouvait être un tout petit peu moins masqué, pour visiter ce site de Delipic et voir la façon dont vos process pourraient être portés. Et puis, de cette visite avait suivi un accompagnement de la région dans le cadre de cette stratégie en faveur de l'économie circulaire que nous portons, stratégie que nous avons formalisée au travers d'une délibération au mois de septembre dernier. Et quelques mois après, eh bien, de voir qu'effectivement, l'aide à laquelle nous avons pu participer, parce que nous ne sommes pas les seuls, et heureusement nous sommes nombreux à vous avoir accompagnés, a abouti, a permis la création de ce site en secteur dense, ici en Seine-Saint-Denis, permet la création d'une 40aine d'emplois, dont un certain nombre d'emplois d'insertion. Eh bien, c'est énormément de plaisir, parce que c'est une réussite. Alors, dans les choses qui me fascinent, c'est la façon dont on est capable de réinventer en permanence. À l'époque de nos grands-parents, la consigne, le réemploi, la durabilité du bien, c'était quelque chose d'évident. Et puis, les années 80-90 sont passées par là, ces périodes de surconsommation. Et aujourd'hui, on est en train tout simplement d'essayer de réinventer ce qui se faisait il y a de cela quelques décennies, ce qu'on a oublié. Ce qu'on a oublié, on est dans une société de la surconsommation. Et ça nécessite énormément d'investissements publics. Parce que moi, ce que je retiens dans ce qui a été dit par vous, mais par également un certain nombre des intervenants, c'est la difficulté de réamorcer une filière, de la recréer, de lui permettre de trouver un équilibre économique au moment où elle démarre. Et en gros, c'est comment est-ce que tous ensemble, nous parvenons, au travers de maillage territorial fin, à recréer des systèmes économiques vertueux. C'est ce que nous portons avec l'ADEME, avec les collectivités, les régions, avec l'État. Et je crois véritablement que le sujet de l'amorçage de ces dispositifs pour leur permettre de commencer à se développer, particulièrement dans la période que nous vivons, qui est une période économiquement compliquée. Quand on parle de la restauration, cela va sans dire, eh bien, quelque chose d'important. Alors, au sein de la région, c'est ce que nous portons au travers de notre politique zéro déchet. C'est en l'espace d'un peu moins de 2 ans, une quinzaine de dossiers comme le vôtre qui ont pu être subventionnés en Île-de-France pour aller à chaque fois vers la suppression des contenants plastiques à usage unique. Donc ce que nous arrivons à porter ici en Île-de-France, moi je suis convaincu qu'avec les autres régions, avec l'effort que l'État porte au travers de l'ADEME, eh bien, nous pourrons le démultiplier et que nous pourrons effectivement aller vers une transition écologique forte, volontaire et réussie, qui à mon sens passe, si on veut pouvoir descendre au grain du territoire, si on veut pouvoir mailler le territoire, ça passe énormément par les outils locaux, que sont les régions, que sont les antennes régionales de l'ADEME, qui sont à peu près les seuls outils qui permettent de descendre au plus proche. Parce que si on ne fait pas ça, la réalité, c'est qu'on aura un certain nombre de majors qui viendront s'emparer des dispositifs, mais on n'aura pas cette impulsion locale, on n'aura pas cette intelligence des territoires qui fait qu'ici, en Seine-Saint-Denis, monsieur le député, monsieur le maire, dans votre commune, dans votre circonscription, c'est une 40aine d'emplois qui ont pu être créés. Et ça, je crois que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Madame la ministre, il vous appartient de conclure cette inauguration. Bonjour à tous. Moi, je suis
très très heureuse d'être là aujourd'hui. D'abord parce que j'adore les initiatives, j'adore ceux qui se projettent dans l'avenir, j'adore ceux qui prennent des risques, j'adore ceux, et ça a été dit tout à l'heure, qui acceptent aussi de se tromper, parce que c'est en se trompant qu'on avance. Et le rôle de l'État, c'est normalement et justement d'être là pour vous aider à vous tromper, pour vous aider à réussir. Et je remercie particulièrement Arnaud Leroy d'être présent, puisque l'ADEME est un des piliers de cette grande entreprise. Mais je voudrais juste prendre le pas de recul pour rappeler pourquoi on est là, et pourquoi on fait tout ça, et pourquoi vous faites tout ça. 450 ans. 450 ans, c'est le temps moyen que prend un plastique pour se dégrader dans la nature. Et en mer, ce temps est presque infini. Et pour le dire autrement, les plastiques que nous jetons aujourd'hui continueront encore d'endommager les écosystèmes et la santé humaine en 2500. Voilà un exemple concret de ce que veut dire polluer la planète et souiller l'avenir des générations futures. Et pourtant, encore trop souvent aujourd'hui, il y a du plastique plein nos poubelles. Chaque minute, c'est l'équivalent d'un camion-benne rempli de plastique qui est déversé dans les océans. Notre civilisation se meurt des déchets qu'elle produit, tout simplement. Face à cela, la seule réaction, c'est le sursaut. C'est changer nos habitudes. Et c'est pour cela que je tenais à être ici aujourd'hui. Car la transition écologique que je porte, c'est l'affaire des grandes politiques publiques, mais c'est aussi l'affaire de transformations tout aussi profondes sur le terrain. Les emballages alimentaires, c'est 820 000 tonnes de plastique par an. Dans les supermarchés, dans la restauration collective, dans la vente à emporter comme en livraison, c'est d'abord cela qu'il faut changer. Et la loi anti-gaspillage, dont nous venons de fêter le premier anniversaire, nous met dans les clous pour y arriver. Généraliser la vaisselle réutilisable dans la restauration rapide d'ici 2 ans, même si j'entends les difficultés d'aller vite, mais il faut aller vite, et j'espère que vous allez pouvoir être suffisamment accompagnés. Supprimer les contenants en plastique dans les cantines scolaires d'ici 2025, c'est très bien, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais nous devons aller plus loin. C'est un mouvement de fond et une mobilisation générale de la cave au grenier qu'il faut enclencher, qu'il faut animer et qu'il faut accélérer. C'est pourquoi, en début d'après-midi, j'ai réuni les acteurs de la livraison de repas, dont certains étaient présents, certains sont présents ici maintenant, car les 200 millions de repas qu'ils emmènent au domicile des Français chaque année, ce sont 200 millions d'occasions de changer, de sortir enfin du plastique à usage unique qui détruit la santé, les écosystèmes et la planète. Et ce qui vaut pour la livraison de repas, ça vaut pour toute la restauration, sur place ou à emporter, rapide ou non, en supermarché comme chez soi. Mais il ne suffit pas de dire aux professionnels « arrêtez le plastique à usage unique, réutilisez donc vos emballages ». Je ne crois pas à l'écologie de salon qui parle du monde sans s'y confronter. Les grands changements, ceux qui font date et qui transforment un pays, reposent toujours sur des solutions concrètes, économiquement viables, sur le terrain. Et soyons honnêtes, les plastiques à usage unique sont souvent perçus comme un gage d'hygiène et de propreté, surtout en ce moment. Et pour changer nos habitudes, sans créer la défiance des consommateurs, il nous faut des solutions inspirant la même confiance, sans transformer la planète en décharge à ciel ouvert. Ces solutions, elles existent déjà, et nous en voyons un très bel exemple ici cet après-midi à usage, pour déployer des solutions de contenants alimentaires réemployables, du circuit logistique à l'usine de lavage. Et je crois que votre présence à tous et toutes, mesdames et messieurs, montre bien que ça marche et que c'est possible, qu'il n'y a aucune fatalité, on peut faire autrement. Car aujourd'hui, nous avons les acteurs majeurs du secteur qui sont présents. Oui, je vois autour de moi des patrons engagés, chacun dans leur domaine, et qui sont prêts à expérimenter avec usage, pour déployer des contenants en verre ou en inox dans les cantines à la place du plastique et les réutiliser, pour porter des repas aux personnes âgées ou dépendantes en réemployant les contenants, pour mettre en place des consignes dans la restauration collective, pour vendre des produits de restauration rapide dans des bocaux en verre réemployables, pour expérimenter le réemploi des emballages en magasin. Autant d'usages réinventés, autant de manières de continuer à faire autrement, sans plastique à usage unique, mais avec le même goût, le même plaisir et la même énergie.
Oui, votre présence à toutes et à tous. Et j'ai trouvé ces tables rondes très enrichissantes parce qu'on parlait de concret, parce qu'on parlait de bon sens. Le mot a été employé à plusieurs reprises. Le bon sens, pour moi, c'est le synonyme de l'écologie. L'écologie, c'est le bon sens. C'est revenir à des simples idées. Alors, revenir, il faut faire attention, je fais juste une petite... quand on a dit tout à l'heure, nos grands-parents, enfin en tout cas les miens, parce que je suis de la génération qui a des grands-parents qui ont connu la guerre, ils ont connu la consigne. Et donc pour eux, c'est assez naturel. Maintenant, si vous commencez à raconter à tout le monde, et notamment à nos enfants, on va faire comme nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, il va y avoir un petit recul. Et je crois que ce qu'on doit montrer aussi, c'est qu'en fait, on réinvente le bon sens, mais le bon sens avec les outils d'aujourd'hui. Et quand on voit ce qu'il y a ici, par exemple, on utilise justement les progrès de la technologie, on utilise le numérique notamment, qui peut être un accélérateur très fort et très important de cette transition écologique. Donc, votre présence, et j'y reviens, le montre bien, un grand vent de changement souffle et je m'en réjouis. Donc ici, je parle sous votre contrôle, à Neuilly-sur-Marne, ce ne sont pas moins de 40 millions de contenants par an qui seront lavés pour être réemployés. 40 millions, soit presque 2/3 de la population de notre pays. C'est colossal. Et tout le monde y gagne. L'emploi et le territoire d'abord. Ici, ce sont 40 emplois. Et un potentiel à terme de 400 emplois dans 8 centres en France. Les centres qui sont là. La compétitivité ensuite. L'économie circulaire, c'est un autre mot pour dire moins de ressources utilisées, moins de dépenses. Et c'est aussi le pari de l'avenir, car demain, encore plus qu'aujourd'hui, l'acte de consommation sera politique, militant, écologique. Et au supermarché, comme à la cantine, comme au fast-food du coin, comme au restaurant, les consommateurs veulent pouvoir vivre sans saccager la planète en mangeant ce qu'ils veulent, y compris les plus jeunes. Et bien sûr, en bout de course, le pouvoir d'achat des Français y gagne aussi, car des produits réemployés qui durent plus longtemps, c'est au fond très simple, ça coûte moins cher. Après, il faut, et c'est aussi l'intérêt de toutes les expérimentations, c'est trouver le modèle économique qui va bien et qui permet d'aboutir à cela. Alors oui, ces transformations, nous les faisons pour la planète, pour l'écologie, pour l'économie et les Français. Pour relever en même temps tous les défis de notre époque, c'est ça l'écologie à laquelle je crois. Une écologie d'opportunité, de progrès pour chacune et chacun. Une écologie qui change la vie au quotidien, mais qui la change dans le bon sens. Une écologie qui prouve concrètement qu'on peut faire autrement et aussi qu'on puisse faire mieux. Cette transition, on l'a conduit pour sortir du triptyque produire, consommer, jeter et ses effets délétères, et pour le remplacer par réduire, réemployer, recycler. Je vois que tout le monde suit. Sachant que je crois que vous avez... Il y a un petit quiz à la fin. Oui, il y a un petit quiz. Hein. Non, mais vous avez raison. Il ne faut surtout pas opposer les uns et les autres. Il ne faut pas opposer, réduire, réemployer, recycler. Par contre, on peut les hiérarchiser. C'est-à-dire que, et c'était dans la loi AGEC, c'était très important, n'oublions jamais que d'abord, le premier déchet, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, donc il faut réduire. Ensuite, réemployer, parce que réemployer, on le vérifiera avec les ACV, c'est important de faire des expérimentations sur les ACV, mais réemployer, a priori, utilise moins d'énergie, est moins polluant que le recyclage. Et en tout cas, quand on repense bon sens, on parlait tout à l'heure de la consigne de verre, le bon sens nous dicte en première vue que plutôt que de casser une bouteille pour la refondre, pour recréer une bouteille, pour ensuite la re-remplir, ça vaut peut-être mieux de tout simplement la laver et la re-remplir. Après, il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on vérifie si tout cela se tient d'un point de vue écologique. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on crée cette hiérarchie, réduire, réemployer et recycler. Mais effectivement, il faut que ce soit complémentaire, sachant qu'en Allemagne, à ma connaissance, on a très bien développé la consigne, on a très bien développé le réemploi et la réutilisation et le recyclage. Par contre, on utilise toujours beaucoup de plastique, comme quoi les deux ne sont pas forcément liés. Parfois, les idées reçues sont trop imprimées dans nos esprits. Bref, je suis heureuse de voir aussi que ce que nous faisons ici et ce qui est fait par tout le monde ici rejoint
les préoccupations qui ont été portées notamment par les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat qui se sont mobilisés pendant 9 mois pour faire des propositions et qui l'ont redit haut et fort récemment. Et c'est pourquoi le gouvernement est très à l'aise pour défendre ces différents engagements. Alors oui, à côté des engagements des solutions, il faut aussi assurer une feuille de route claire, lisible et prévisible. Il faut prendre des décisions et s'y tenir. C'est pourquoi, depuis déjà 1 an, gobelets, assiettes jetables, verres en plastique pour la table sont interdits. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, l'utilisation des boîtes en polystyrène expansé, ces fameuses boîtes jaunes dans la restauration rapide, est interdite. C'est pourquoi l'année prochaine, les jouets en plastique offerts dans certains menus seront interdits et l'emballage plastique sur la plupart des fruits et légumes sera banni. C'est pourquoi l'État est aux côtés, parce que là on a dit toutes les interdictions, c'est pourquoi l'État est aux côtés de l'ensemble des acteurs pour structurer des filières, faire émerger les nouvelles solutions, soutenir celles et ceux qui avancent. La moitié du volet économie circulaire du plan de relance est consacrée à cette recherche des solutions pour nous passer définitivement du plastique à usage unique. Substitution, réemploi, recyclage du plastique, ce sont 226 millions d'euros sur la table pour accompagner les projets qui inventent cette autre manière de faire dont nous avons tant besoin. Et ça peut, je cherche du regard la personne qui en parlait tout à l'heure, ça peut concerner je crois, à vérifier, mais les cantines, y compris les plus grandes. À vérifier. Alors oui, cette grande bataille contre le plastique jetable est enclenchée, rien ne l'arrêtera plus et c'est très bien ainsi. Et pour accélérer cette feuille de route, la seule qui vaille déjà, le projet de loi climat résilience que j'ai présenté mercredi dernier en Conseil des ministres apporte d'autres réponses. Mais mesdames et messieurs, je crois qu'on l'a tous bien compris, une loi ne peut pas tout. Aussi importante, aussi travaillée, aussi audacieuse soit-elle, c'est une bataille que nous devons mener sur le terrain. Et c'est là que nous gagnerons, avec en première ligne celles et ceux qui inventent, qui innovent, qui entreprennent pour imaginer d'autres solutions, comme ici, à usage. Oui, cette bataille, nous la gagnerons ensemble, pouvoir public, acteurs privés, consommateurs, restaurateurs. Je suis convaincue que la transition écologique, elle ne se fait que si on emmène tout le monde, que si on donne des solutions à tout le monde, que si personne ne se retrouve laissé sur le côté. Jamais je ne veux plus entendre des mots comme ceux que j'ai pu entendre, mais tout ça, c'est pas pour nous. Tout ça, c'est pas pour nous. Non. La transition écologique, c'est pour tout le monde. La fatalité au plastique à usage unique, elle n'existe plus. Nous en viendrons à un bout. J'en prends l'engagement. Je vous remercie beaucoup et très heureuse d'être avec vous pour partager cette aventure. Merci. Merci beaucoup.